Nador, à cet événement qui porte sur la philosophie et la guerre. Je remercie M. Elmerini pour son invitation et je réitère mes remerciements pour les membres du comité d'organisation pour leurs efforts considérables. Ma contribution s'intitule « La guerre, nature, peur et désillusion, une perspective sociologique ». Donc, comme vous connaissez, les guerres sont une réalité omniprésente dans l'histoire de l'humanité et rendant rare toute période de paix véritablement durable. Donc, que nous en soyons témoins directs ou indirects, leur influence persiste. Et elles sont sous-estimées dans les études sociologiques. Et comme l'a mentionné M. Elmerini tout à l'heure, c'est que pour avoir embrasser la notion de guerre, c'est-à-dire du côté philosophique, il faut toucher toutes les disciplines. Et parmi les disciplines, il y a la perspective sociologique. Donc, la guerre constitue un fait social complexe, une construction collective, et sa dimension sociétale mérite vraiment une analyse approfondie. Donc, l'étudier sous l'angle sociologique ne se réduit pas à en explorer la violence, non, mais c'est aussi comprendre les mécanismes sociaux qui sous-tendent les conflits. Donc, mon travail propose d'examiner la guerre en 3 volets, à savoir, d'abord, la nature humaine, ensuite, la peur, et enfin la désillusion. En s'appuyant sur des références méthodologiques telles que Karl Marx, Karl Manel et Walter Benjamin, qui s'écrit Walter Benjamin, puisque c'est un philosophe allemand, donc c'est Walter Benjamin. Ces auteurs, par leurs réflexions, permettent de relier les analyses sociologiques à celles des penseurs d'autres domaines. Donc, la première partie, nous aborderons la question de savoir si la guerre, elle est ancrée dans la nature humaine, et en revisitant des penseurs classiques des sciences humaines pour établir des liens entre notre essence et le phénomène guerrier. La deuxième partie explorera le rôle de la peur comme c'est une justification et c'est un moteur pour les conflits en abordant des auteurs comme Thucydide, c'est un politicien grec, et en passant, en arrivant plutôt jusqu'à la réflexion contemporaine afin de montrer le lien entre la peur et la guerre. Et enfin, on va évoquer la désillusion que laisse un conflit, cet effet de déracinement, de questionnement profond sur sur le sens de la vie, avec des penseurs comme Freud et Benjamin, qui vont tous deux nous montrer combien la guerre peut mener à la tourmente et à la remise en question. Et ma première question est la suivante. La guerre est-elle quelque chose de naturel? Karl Marx, à travers ses études sur l'homme et les modes de production, perçoit les révolutions et les luttes entre classes antagonistes comme des constantes historiques nécessaires pour atteindre son idéal communiste. Donc, dans cet état ultime, une seule classe triompherait et les conflits de classe, moteurs de l'histoire humaine, prendraient fin, éradiquant ainsi toutes les inégalités. Les révolutions représentant des transformations profondes s'opposent souvent à la guerre, qui tend plutôt à figer les structures de pouvoir et à réprimer les changements. Pourtant, comme l'explique le philosophe et sociologue français Raymond Aron, et M. Elmerini a vraiment développé la théorie de ce penseur,
il considère que dans les étapes de la pensée sociologique, son ouvrage, pour lui, Marx accepte l'usage de la violence comme instrument au service de la révolution, un moyen nécessaire pour transformer la société en profondeur. Mais toutefois, cette vision de la violence comme un outil d'amélioration n'est pas universellement acceptée. Aron rappelle qu'Auguste Comte, contrairement à Marx, voit la guerre comme un anachronisme. Ce dernier, qu'on peut qualifier de prophète pacifique, il pense que le changement profond d'une société peut et doit se faire sans effusion de sang. Néanmoins, donc pour certains, la guerre reste un mal nécessaire pour atteindre des objectifs plus justes. Norberto Bobbio, c'est un philosophe italien, spécialiste de la philosophie politique et de la philosophie du droit. Dans son ouvrage « Le problème de la guerre et les voies de la paix », s'intéresse aux réflexions d'Emmanuel Kant, qui attribue à la guerre un potentiel transformateur, capable de conduire, malgré sa violence, à des idéaux pacifiques et justes. Donc, bien que l'on puisse considérer la guerre comme un outil d'amélioration, de progrès, mais elle reste en elle-même destructrice. Donc, en tant que création humaine, la guerre reflète notre penchant pour la violence et notre difficulté à accepter l'altérité. Donc, comme les animaux, ils se battent pour survivre, les êtres humains entrent dans des guerres pour des raisons parfois ils sont incompréhensibles. Et du coup, sous des prétextes plutôt qui nous éloignent d'un idéal de civilisation. Donc, si l'on accepte que la guerre puisse découler de notre nature, il est important de s'interroger sur ce que cette nature implique réellement. Donc, dans nos actions, nous tentons toujours de justifier nos actions les plus sombres par une prétendue nature humaine. Et la question qui se pose, l'homme ou bien l'être humain, est-il fondamentalement mauvais? Jean-Jacques Rousseau, dans son discours sur l'origine des inégalités, propose que l'homme n'est pas intrinsèquement avide de destruction. Alors, quelle est la cause? C'est la société. La société, en instaurant des inégalités, va engendrer des sentiments de violence, de cupidité, de colère, d'envie, qui vont mener aux luttes et aux conflits. Et donc, en suivant la logique de Rousseau, la société exacerbant les différences rend les conflits inévitables. Donc, comment concilier cette évolution qui nous éloigne du conflit avec la nature sauvage, mais qui crée une compétition permanente entre individus? Donc, pour nous protéger de nos instincts destructeurs, les penseurs comme John Locke, philosophe anglais et l'un des fondateurs de l'empirisme et du libéralisme, et Thomas Hobbes ont théorisé la nécessité de l'état civil. Dans 2 traités sur le gouvernement et le Léviathan, ce sont les ouvrages des 2 penseurs, ils montrent que pour échapper à la loi du plus fort, il faut instaurer des règles de vie en commun. Locke souligne que la vie dans l'état de nature, elle est insécurisante, incertaine. Donc, pour protéger ses propriétés et sa vie, ou bien leur vie, les hommes, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de laisser tomber leur liberté absolue au profit de la société. Donc, ils ont renoncé à leur liberté au profit de la société. Hobbes, quant à lui, voit dans l'État
comme un garant contre des guerres perpétuelles, c'est-à-dire de tous contre tous. Toutefois, la société ne va pas garantir l'égalité parfaite et crée une nouvelle jungle où les conflits persistent sous une apparence civilisée. Donc, que ce soit dans l'état de nature, dans l'état de la société ou bien dans le cadre des lois de l'État, les guerres se perpétuent. Et la création des cités puis d'États-nations s'est accompagnée de rivalités qui ont évolué en conflit entre civilisations. Donc, dans un monde où la guerre se perpétue, une question se pose. Comment réagir? Comment survivre dans cet environnement? Nicolas Machiavel, conscient des inégalités du monde, estime que pour qu'un dirigeant prospère, il doit savoir se montrer ferme lorsque cela est nécessaire. Dans Le Prince, Machiavel souligne qu'un chef doit toujours se préparer à la guerre, même en temps de paix, et toujours s'inspirer des stratèges, des grands stratèges anciens, afin d'anticiper les revers et de tirer profit des leçons historiques. Cette recommandation, qui semble davantage militaire que philosophique, montre que, pour Machiavel, la guerre est une réalité constante et inévitable. Donc la guerre, sous cet angle, représente non seulement un acte de conquête, mais une question de survie. Dans un monde en proie à la violence, donc agir avant son adversaire peut signifier la vie ou la mort. Au final, si la nature humaine est sujette au conflit, reconnaître ces tendances serait peut-être un premier pas vers la compréhension, voire la guérison de cette réalité incontournable. Passons maintenant au deuxième volet, celui de la peur. Cette peur qui nous pousse à agir. Donc, la peur peut nous écraser, nous priver de notre force, de notre courage face aux crises. Donc, cet état de panique qui nous paralyse est perceptible la plupart du temps dans les bouleversements, voilà, et qui sont perceptibles lors des périodes de bouleversements intenses. Karl Mannem, sociologue de la connaissance, a exploré ce phénomène dans son ouvrage « Diagnostic de notre temps », en s'intéressant aux crises profondes de son époque, comme la Seconde Guerre mondiale et l'ascension des régimes fascistes. Il y remarque que si la peur peut être oppressive, elle peut aussi déclencher une réaction de résistance, un sursaut de vitalité qui pousse les individus à surmonter l'adversité. Donc la peur face à une situation insupportable peut devenir une force motrice pour se libérer. Mannem souligne que, paradoxalement, la guerre, dans sa violence, elle peut réveiller l'humanité, dévoiler les fractures de la société, réunir ou bien unir les individus dans une lutte commune et forger une solidarité contre un ennemi partagé. La guerre oppose deux camps où la défaite signifie souvent l'oppression, la perte de ce que nous chérissons, voire l'anéantissement de notre existence. Donc cette peur de la destruction, de la mort, de la destruction et de la mort génère ainsi une volonté de lutter jusqu'au bout. Selon Mannem, la crise nous pousse à agir, à nous reconstruire et à tirer des leçons des épreuves traversées. De la même façon, face à la guerre, cette vitalité fondamentale s'éveille en unissant les individus pour surmonter les épreuves. La peur, dans ce contexte, devient un catalyseur de résistance, un moteur de changement visant à transformer une situation qui est devenue insupportable.
ou bien intolérable. Donc, elle nous interroge, cette peur, également sur notre capacité de résilience et de lutte, mettant en lumière le besoin de défendre la liberté pour éviter que l'autoritarisme, comme celui du régime nazi, ne s'impose. Donc la guerre contient un degré de tension élevé, où la peur de la défaite et de ses terribles conséquences motive les gens à agir. Ainsi, tant qu'il y aura des conflits, il y aura de la peur. Cependant, cette dernière peut être bénéfique. Comment? La peur nous alerte, nous réveille, nous incite à nous défendre et à anticiper les revers ou bien les dangers. Toutefois, il est essentiel de reconnaître que la peur peut aussi être manipulée pour être ou bien pour devenir une arme redoutable, une tactique, voilà, de guerre puissante. La peur donc devient saine lorsqu'elle nous avertit, sans nous paralyser, quand elle nous incite à être vigilants sans nous enfermer dans des pensées irrationnelles ou des terreurs imaginaires. Arrivons au troisième et dernier volet, celui de la désillusion. La désillusion, c'est un aspect inhérent à la guerre, mais elle imprègne aussi notre temps contemporain ou bien moderne. Les penseurs de l'école de Francfort, confrontés au bouleversement du XXe siècle, ont tenté de saisir les transformations sociales et politiques par le capitalisme tardif. En abordant ces changements à travers la théorie critique, ils ont porté une attention particulière aux régimes fascistes et autoritaires qui ont marqué la première moitié du siècle, cherchant ainsi à comprendre l'impact des guerres mondiales. Dans Profil philosophico-politique, Habermas, en dialogue avec Herbert Marcuse, aborde la manière de faire face à ces régimes et aux guerres, qui soulevaient de grandes questions sur l'avenir du monde. À l'époque donc de la Seconde Guerre mondiale, le monde craignait de voir l'autoritarisme triompher, et les conflits qui ont suivi ont plongé l'humanité dans un profond désenchantement. Cette désillusion face à la guerre n'est pas l'apanage de la modernité. Par exemple, le penseur Thucydide, c'est un stratège, politicien et historien grec, mais aussi il était témoin direct des batailles sanglantes de son époque. Il décrit son effroi face à la guerre du Péloponnèse, une guerre qui a duré plus de 20 ans entre opposants plutôt Athènes à Sparte. Et il exprime son effroi et dans ses écrits où il ne se contentait pas de décrire seulement les ravages humains, il fait un parallèle entre cette guerre et une série de catastrophes naturelles, comme s'il s'agissait d'une réaction cosmique au désastre humain. Donc certains y verront un élan superstitieux, mais ce passage illustre vraiment l'ampleur de la souffrance causée par le conflit. Donc, la conception de la guerre, certainement, elle a changé. Dans l'Antiquité, alors que la guerre était encore empreinte de gloire et d'honneur, et où les héros étaient des généraux, comme Alexandre ou César. Mais la désillusion n'a cessé de croître à mesure que les guerres commencent à devenir plus destructrices. La Première Guerre mondiale, par exemple, a marqué un tournant anéantissant la vision romantique de la guerre au profit ou bien de la guerre, c'est-à-dire le carnage des tranchées exprime clairement l'horreur pure et dure, du conflit, écartant toute notion de gloire au profit d'une réalité
macabre. Freud et Walter Benjamin, chacun à leur manière, ont souligné cet impact désenchanté de la guerre sur l'esprit humain. Dans Considérations actuelles sur la guerre et la mort, c'est un ouvrage de Freud, il critique l'État moderne qui, selon lui, recourt au mensonge et aux tromperies pour servir ses intérêts, fomentant la violence au nom de ses ambitions. Il observe que, malgré les apparences de civilisation, la guerre ramène l'homme à son état primitif, le forçant à affronter ses pires instincts. Freud, mélancolique mais lucide, il conclut que tant que les inégalités et les haines persisteront, les guerres se perpétuent. Quant à Walter Benjamin, il partage ce sentiment de désillusion dans Expérience et pauvreté, c'est un ouvrage de Benjamin, où il décrit un monde vidé de sens, où la guerre contribue à la pauvreté des expériences humaines. Les combattants de la Première Guerre mondiale, quand ils sont rentrés du front, semblaient dépourvus d'expériences à transmettre, comme si la violence extrême avait érodé leur capacité de communiquer ce qu'ils ont vécu. Donc Benjamin constate que cette pauvreté d'expérience est devenue une caractéristique de la modernité. L'homme du XXe siècle a pris conscience de l'ampleur des destructions qu'une guerre moderne peut engendrer, malgré la création de régimes internationaux tels que la Société des Nations ou l'ONU, censés garantir la paix. Et on va remarquer et toute l'humanité va remarquer qu'on voit toujours des conflits qui sont plus meurtriers. Les institutions prônent la paix, d'une part, et d'autre part, on va voir multiplier les affrontements. Donc, cette contradiction, cette incohérence se manifeste dans l'accroissement des conflits malgré les efforts diplomatiques. Alimente donc notre désillusion et notre questionnement quant à la possibilité d'éliminer les guerres. Donc, cette contradiction, cette incohérence, c'est-à-dire on va se poser la question, est-ce que vraiment il y aura une fin pour les guerres? Est-ce qu'on peut éliminer les guerres? L'évolution récente montre que les guerres persistent, prenant de nouvelles formes et s'orientant vers des enjeux de ressources ou de territoires, comme des conflits pour l'eau ou le pétrole. Donc, dans ce contexte où la nature humaine et la peur semblent indissociables, la désillusion reste omniprésente. En se tournant vers ces penseurs, nous pouvons espérer mieux comprendre cet état de désenchantement et envisager des solutions pour échapper au cycle incessant de guerre et de déception qui continue de façonner notre actualité. En somme, la guerre peut être analysée sous de nombreux angles, mais elle repose fondamentalement sur nos instincts de destruction, nos ambitions, notre désir de domination, ainsi que sur nos peurs et nos méfiances, qui révèlent les contradictions et inégalités propres à la condition humaine. Donc, aussi rationnels et civilisés que nous prétendions être, nous persistons à commettre des actes qui mettent en doute cette humanité et qui interrogent notre rationalité. La guerre représente l'expression la plus extrême de notre potentiel destructeur collectif. Elle est un phénomène éminemment social. Et l'exemple, c'est-à-dire qu'aucun conflit majeur n'a été mené par un seul individu. L'exemple de Hitler n'a pas déclenché la Seconde Guerre mondiale tout seul.
Il a bénéficié du soutien de son peuple, lequel, même influencé par son idéologie, a activement participé à la construction de ce conflit. Donc, comprendre la guerre comme un phénomène socialement construit est essentiel, car de même que nous la créons, nous avons aussi le pouvoir de la prévenir. Bien que cette idée puisse paraître utopique, irréaliste ou en décalage avec les constats de ce travail, elle repose sur la conviction que nous sommes capables de surmonter nos contradictions et inégalités. Nous avons le choix entre la destruction et la construction, entre la répétition des erreurs passées ou bien leur prévention. Donc, continuer à exposer les horreurs de la guerre, comme on a fait aujourd'hui, c'est une façon de rappeler encore et toujours que nous avons le pouvoir de choisir un autre avenir. Peut-être dans un futur lointain, cela nous mènera à nous concentrer sur des objectifs bénéfiques pour tous, plutôt que sur des affrontements alimentés par des intérêts égoïstes. Honorable assistance, je vous remercie de votre aimable attention. Merci.